Bonjour à tous, nous pouvons commencer la présentation de ce webinaire consacré à l'agriculture biologique. Dernier webinaire consacré à l'agriculture biologique d'une série de 4. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats d'un système autonome en agriculture biologique du bassin parisien. Je me présente, je suis Amélie Carrière, je suis animatrice de la filière agriculture biologique pour Arvalis. Nous avons nos deux intervenants principaux, donc Delphine Boutet et puis Patrick Rétaureau, qui sont les deux co-responsables de la ferme de Boigneville. Et puis il y aura également Anne-Laure de Cordoue qui pourra répondre à vos questions dans le chat et qui sera notre modératrice. Concernant le plan de ce webinaire et à l'ordre du jour, donc Delphine va vous présenter le dispositif de Boigneville en agriculture biologique. Ensuite, elle vous présentera les résultats techniques. S'en suivra une séance de réponse à vos questions. Puis ensuite, Patrick nous présentera les résultats économiques et environnementaux. Et nous pourrons ensuite répondre à vos questions pour un webinaire qui se terminera vers 15h30. Je laisse Delphine présenter la partie sur les résultats techniques. Merci, bonjour à tous. Donc Delphine Boutet, je suis ingénieure régionale Île-de-France et en charge de la ferme de Boigneville. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le dispositif. Alors il s'agit d'un dispositif qui vise à travailler sur l'autonomie en grande culture biologique. Est-ce qu'Amélie, voilà, je vois là, excusez-moi, on va se caler en tout début. Ce dispositif a été mis en place en 2009 dans un contexte où les céréaliers bio se posaient pas mal de questions justement vis-à-vis de ce type de système. Alors, à l'époque déjà, c'est toujours une question d'actualité, se posait la question de la disponibilité et des prix des engrais organiques. En effet, dans le bassin parisien, nous sommes essentiellement un bassin de grande culture avec très peu d'élevage. Et certains agriculteurs qui venaient juste de se convertir ne souhaitaient pas, en tout cas, faire une deuxième conversion, notamment vers l'élevage. Donc, nous avons décidé de mettre en place ce dispositif pour essayer de répondre sur sa faisabilité, sa durabilité dans le temps. Nous avons fixé plusieurs petits objectifs. Le premier, c'est être rentable pour pouvoir en vivre. Produire des blés de qualité. Donc, chez nous, les blés de qualité, c'est des blés panifiables pour répondre aux marchés régionaux, mais également nationaux. Gérer les adventices annuels et vivaces et maintenir la fertilité des sols. Alors, sur le terrain, nous avons une parcelle de 5 hectares dédiée à ce dispositif. Alors, cette parcelle est certifiée en agriculture biologique depuis 2009. On a la chance, en tant qu'institut technique de recherche, d'avoir la possibilité de faire de la mixité, c'est-à-dire d'avoir du conventionnel et du bio sur une exploitation pour les mêmes espèces. Les sols que nous avons sont des limons argileux peu calcaires, avec des profondeurs qui oscillent entre 30 et 90 cm et qui ont la chance de ressuyer très vite. Donc c'est un plus, notamment quand vous faites de l'agriculture biologique et que vous avez du désherbage mécanique à réaliser. Tous les termes de la rotation sont présents chaque année. Sur la photo qui est ici présentée, vous pouvez voir 8 parcelles alignées les unes à côté des autres et sur le devant, une parcelle que nous avons reconvertie récemment en 2019 pour rallonger la rotation à 10 ans. Mais je vais vous présenter tout ça. Sachez que nous sommes sur un dispositif non irrigué. Alors, ce dispositif
a une rotation qui n'a cessé de s'allonger au cours du temps. On a commencé avec une rotation de 6 ans, de 2008 à 2014. Nous avions donc 2 ans et demi de luzerne. On a toujours implanté la luzerne dans la dernière céréale. Et puis, on avait en légumineuse de la févrole d'hiver et un couvert. Alors pourquoi je vais vous parler de légumineuses? Tout simplement, dans un système autonome, les seules sources d'azote possibles sont ces fameuses légumineuses, soit à travers des légumineuses utilisées en culture, soit des légumineuses positionnées en couvert. Et la directive nitrate de notre secteur nous permet d'avoir 100% de légumineuses, car on est en agriculture biologique. Alors cette rotation ne nous a pas entièrement satisfait, notamment à partir de 2013, où on a vu notre luzerne jaunir, être moins productive. Je reviendrai par la suite sur cet événement-là. Donc on a décidé de rallonger, suite à ces observations et aux études qu'on avait pu conduire, on a souhaité allonger la rotation à 8 ans, ce qui nous rendait en plus beaucoup plus représentatif de ce qu'on voyait sur le secteur. On avait fait lors de cette première période d'études de 2008 à 2014 des analyses de flux d'azote. Et ce qu'on avait pu observer, c'est que notre lin finalement était mal positionné puisque nous avions encore beaucoup d'azote disponible après 2 ans de luzerne. Et donc, on a essayé de trouver une meilleure culture pour justement valoriser cet azote-là. Et au final, on a choisi de positionner un second blé. On aurait pu très bien aussi se dire que le colza avait toute sa place. Le colza étant une culture qui valorise très bien notamment la disponibilité précoce d'azote. La difficulté, c'est que nous avons des parcelles de colza conventionnelles qui ont beaucoup de soucis de ravageurs et donc pour se sécuriser, nous n'avons pas choisi cette culture-là et nous avons choisi plutôt de remettre un second blé pour valoriser l'azote encore bien présente suite à notre destruction de luzerne. La luzerne nous posait encore quelques questions, en tout cas ces résultats, et donc pour essayer de pérenniser, maintenir ces performances, nous avons décidé depuis l'an dernier de passer à une rotation de 10 ans. On retrouve toujours notre fameuse luzerne, notre févrole d'hiver. Cette fois-ci, en légumineuse, on a rajouté de la lentille ou du pois chiche, on aura l'une ou l'autre en fonction des tests Aphanomyces qui seront réalisés sur les parcelles. On a effectivement un historique Aphanomyces à prendre en compte. Et puis, des couverts, on essaiera de positionner des couverts de légumineuses dès qu'on peut. Donc, vous voyez beaucoup de légumineuses encore au niveau de la rotation. Ce sont, je le rappelle, nos seules sources d'azote pour les autres cultures. Si on s'arrête un petit peu sur nos façons de choisir nos variétés de blé, alors le premier critère pour choisir nos variétés de blé, c'est la résistance à la rougeaune. En effet, nous sommes sur un secteur qui, depuis quelques années, malheureusement, connaît en fréquence une maladie, donc la rougeaune, qui, pour le coup, nécessite de choisir des variétés résistantes. Donc, c'est le premier critère de choix. Et le deuxième critère de choix, c'est son comportement, c'est le comportement de la variété vis-à-vis du rendement et des protéines. Nous allons plutôt choisir des variétés de compromis rendement-protéines dès qu'on a de la disponibilité en azote, ce qui est le cas après une destruction de luzerne, et plutôt une variété à profil protéines quand on sait qu'on aura moins de disponibilité d'azote. L'enjeu est très important car nous souhaitons avoir un blé panifiable et l'enjeu est d'autant plus important qu'il y a des différentiels de prix aujourd'hui importants entre un blé panifiable et un blé fourragé. Mon collègue reviendra dessus.
Alors, vous voyez beaucoup de L qui correspond au labour. L'objectif de nos labours, c'est pas de gérer les graminées, puisque ce ne sont pas les adventices les plus problématiques et de loin sur ce système-là, ce qui n'est pas le cas de nos parcelles conventionnelles où on a vraiment une grosse problématique raie gras. Là, on a plutôt des problèmes dicotylédones et je reviendrai dessus. Donc, notre objectif du labour est tout simplement d'atteindre le 0 adventice le jour du SMI, pour deux raisons. La première, c'est que s'il n'y a pas d'adventice le jour du SMI, ben la mise en place de la culture va bien se passer et la culture va être compétitrice vis-à-vis des adventices qui lèveront après. Et la deuxième raison, c'est que ça donnera une efficacité supérieure au désherbage mécanique qu'on pourra faire par la suite. Si nous regardons un petit peu maintenant les résultats et les rendements. Alors, on vous a mis ici l'ensemble des rendements obtenus sur la période 2009-2020. On va passer très vite sur cette diapo. On va se focaliser ensuite, par la suite, sur certaines des cultures. Donc, vous aurez tout loisir d'avoir en tête la répartition de ces rendements. Là, ce qui est important, c'est de regarder la moyenne 2009-2020. Globalement, les résultats qu'on a obtenus sont représentatifs de ce qu'on a pu observer sur le secteur dans des types de sols similaires. J'en profite pour remercier notamment la Chambre d'agriculture de région Île-de-France avec qui on travaille en proximité et qui nous permet justement de nous rendre compte si on est bien positionné, en tout cas si on est représentatif de ce qui se fait dans notre secteur. Et a priori, c'est le cas. En blé de luzerne, on est sur un niveau moyen de 42 quintaux hectares. Pour vous donner une idée, si vous êtes conventionnel, dans une parcelle telle que celle-ci, on atteindrait un niveau de 80 quintaux hectares. Donc on est sur une division par deux de notre rendement en agriculture biologique. Donc globalement, on est satisfait des rendements qu'on a obtenus depuis le début, au vu des résultats qu'on peut obtenir en agriculture bio dans la région, sauf pour notre luzerne qui s'explique, vous allez le voir, par au démarrage, une rotation peut-être un peu trop courte, avec un retour très important. J'y reviendrai tout à l'heure. Focalisons-nous maintenant sur les rendements du blé. Donc, je vous ai représenté sur ce graphique les rendements en fonction des reliquats sorties d'hiver, donc l'azote disponible pour les cultures en sortie d'hiver, en fonction de leurs précédents. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une belle distinction, notamment du blé de luzerne des deux autres précédents, chose qu'on voit notamment d'un point de vue statistique, il y a vraiment une différence, une relation significative entre rendement et précédent. Quand on est sur un précédent luzerne, on a des rendements plus élevés. Par contre, même si on a tendance à avoir une relation entre rendement et reliquat sortie d'hiver, cette relation n'est pas significativement statistique. Donc voilà, mais on a quand même en tendance envie de, enfin, en tout cas on le voit que plus nos reliquats sorties d'hiver sont importants et plus nos rendements peuvent être importants. Alors cet effet précédent se voit également quand on regarde les biomasses et les teneurs en azote à floraison. Donc la floraison, c'est un stade qui est très utilisé, notamment en conventionnel, pour gérer la fertilisation azotée. En gros, en conventionnel, on va chercher un indice de nutrition azotée, ce qu'on appelle INN à floraison, autour de 1. Ce n'est pas le cas en agriculture biologique. Aujourd'hui, on a des niveaux d'azote qui vont entre 0,39 et 0,48 d'indice de nutrition. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on retrouve l'effet luzerne. Et cet effet-là se voit surtout sur l'effet biomasse. La luzerne en tendance, le précédent luzerne, nous permet d'avoir des biomasses de blé plus importantes. Alors, à prendre avec des pincettes ces chiffres-là, puisqu'effectivement, nous ne sommes pas à variété égale, chaque précédent ayant une variété adaptée. On a voulu quand même vous montrer que l'année où on a fait 60 quintaux, qui est notre année record, on avait des niveaux de biomasse à floraison qui étaient identiques à ce qu'on peut retrouver en conventionnel.
Maintenant, si on s'intéresse à la protéine, alors on vous a positionné tous nos résultats protéines depuis le début en fonction des précédents. Donc, vous avez dans une première partie les blés de luzerne en vert avec la moyenne qui est indiquée à 11,6. Le blé de Févrole qui est indiqué en moyenne à 11 et le blé sur blé qui est plus récent dans nos dispositifs qui est en dessous de la barre des 10,5 avec une moyenne de 10,1. Alors, on vous a noté les variétés en dessous qui ont été cultivées. Donc, l'ambition qu'on a aujourd'hui, c'est de remonter notre teneur en protéines pour les blés sur blé. On a changé notre variété. Alors, pourquoi on avait mis du fructidor? C'est parce que c'était un blé qui s'en sortait très bien en blé sur blé en conventionnel. Toutes les variétés ne passent pas en blé sur blé. Et donc, ne sachant pas comment pouvait se comporter un blé sur blé en bio, n'ayant pas de référence, on a extrapolé et positionné cette variété-là, mais qui est très typée quand même conventionnelle. Et donc aujourd'hui, on espère, en modifiant notre variété cette année, on a mis Glysalco, espérer augmenter ses teneurs. Alors, on a mis 10,5 comme seuil de blé panifiable. Je sais très bien que parfois il y a des polémiques par rapport à ce taux de protéines et effectivement, c'est un indicateur comme un autre qui ne reflète pas forcément parfaitement et de loin la qualité de panification qu'on va ensuite avoir. Bon, ça reste un indicateur marché et au moins, voilà, il est commun à tous, notamment quand on vend à un collecteur. On peut dire qu'on est quand même vraiment plutôt satisfait de notre qualité des blés au vu du zéro apport d'azote que l'on réalise aujourd'hui. Juste peut-être un petit point sur les mycotoxines. On nous dit souvent que finalement le bio pourrait être en tout cas avoir une problématique mycotoxine. Je vous donne juste les chiffres qu'on a eus en 2016. Donc 2016, pour vous rappeler, un printemps très pluvieux. C'est l'unique fois où j'ai vu des symptômes roses sur épi sur les plaies du dispositif bio. Donc ça devait être du microdocium au vu de la teneur en donne qu'on a eue. Donc on était entre 93 et 289 en mycotoxine en 2016. C'est très en dessous du seuil réglementaire de 1250 microgrammes par kilo. Donc, nous n'avons jamais rencontré ni de problème de mycotoxine, ni problème d'ergot aujourd'hui sur ce dispositif-là. Si on regarde maintenant nos résultats orge de printemps, c'est vrai que dans la région, on souhaite notamment développer le débouché brassicole. Bon, vous avez vu dans nos rotations que l'orge de printemps arrivait souvent à la fin. On a eu quelques précédents différents parce qu'à chaque fois qu'on change le dispositif et qu'on allonge la rotation, ça fait qu'on est obligé de faire des aménagements de terrain et donc parfois on a des précédents différents sur les orges de printemps. Bon, tout ceci explique que globalement on n'a pas des teneurs en protéines très élevées. Alors la variété est à chaque fois la même, on est sur de la RGT Planète. C'est une variété qui est très utilisée en conventionnel. Pourquoi on l'a positionnée en blé, en bio? C'est parce que c'est une variété qui a un beau profil, notamment maladie. Est-ce qu'on ferait mieux avec d'autres variétés? C'est pas sûr, puisque aujourd'hui, en sélection, clairement, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays, la sélection se focalise sur de l'orge de printemps brassicole en conventionnel et donc aujourd'hui, on sélectionne des variétés pour éviter qu'elles fassent trop de protéines. Alors, des enseignements qu'on a pu tirer de nos aménagements, c'est notamment si vous regardez le cercle orange, là, notre point à 12,4 de protéines, ça c'est un précédent luzerne. Donc en fonction de son positionnement dans la rotation, vous voyez qu'on est capable de faire plus ou moins de protéines. En 2020, on avait, suite à l'allongement de la rotation, 2 orges de printemps côte à côte, avec des précédents différents. Bon, on est un petit peu déçus, je pensais qu'on aurait un résultat plus différent.
avec des points en faveur, enfin en tout cas des points plus importants en faveur de la févrole, du précédent févrole. C'est pas le cas, enfin si, il y a une différentielle, mais il n'est pas si marqué que ça, puisqu'on gagne 0,5 points avec le précédent. Sûrement en lien avec l'hiver très pluvieux qu'on a eu, et qui fait que finalement, qu'on soit en reliquat de blé sorti d'hiver avec un précédent blé ou févrole, on a à peine une différence de 10 unités. Donc voilà, mais clairement, sur ce dispositif-là, si on voulait faire de l'orge brassicole, il faudrait positionner mieux l'orge de printemps, ce qui est le cas dans la nouvelle rotation. Donc on verra si un précédent lentille permettra d'améliorer à terme cette teneur en protéines, sachant que le mini avisé est aujourd'hui de 9,5. Donc si on avance et qu'on regarde maintenant la luzerne, notre fameuse luzerne, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a eu une évolution des rendements qui a plutôt tendance là à baisser. On a vu des jaunissements en 2013, 2014. On a fait plein d'essais, des essais au champ, des analyses, des essais au labo. Et je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a beaucoup publié et communiqué sur ce phénomène-là. On a mis en évidence une carence en soufre. Depuis, on apporte systématiquement sur la luzerne 120 kg de késérite en sortie d'hiver. C'est l'équivalent de 60 unités de soufre. Et vous voyez, hein, si on regarde le graphique, que ça n'a pas tout résolu. Alors, une petite photo pour vous montrer que ça n'a pas tout résolu, puisque on voit quand même, quand on met une luzerne dans une nouvelle parcelle, là on a ragrandi le dispositif, et ben on voit quand même une sacrée différence entre la partie historique et la partie qui n'a jamais reçu de luzerne. Donc, et c'était ça qui a été le facteur déclencheur de nos symptômes, c'est quand on revenait pour la première fois avec la luzerne sur une parcelle qui venait d'en recevoir il y a 6 ans. Donc il y a quand même des phénomènes aujourd'hui qu'on ne s'explique pas, on va encore continuer d'investiguer le sujet, mais notre volonté de rallonger la rotation, elle est bien là pour garantir et pérenniser cette production de luzerne qui reste notre moteur pour gérer et l'azote et la gestion des adventices. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail la productivité de notre luzerne, donc, vous avez en haut d'indiquer en bâtonnet rouge donc ce qui est sorti champ de notre première luzerne. On fauche aujourd'hui la luzerne. Donc, généralement, on a en moyenne 2 coupes. Alors, pourquoi ces 2 coupes? C'est avant tout pour gérer les adventices. Et on estime, avant broyage, la biomasse qui est restituée. Donc, le rouge, c'est qu'on sort la production du champ. En vert, c'est ce qu'on laisse sur place. Donc, en moyenne 2009-2014, on était à 8,5 tonnes par hectare de matière sèche. En moyenne 2015-2020, plus qu'à 3,8 tonnes. Donc, c'est quand même, là, on voit, enfin, notre problème, c'est surtout mis en évidence, enfin, exprimé sur les luzernes de première année. Sur la luzerne de deuxième année, c'est peut-être moins marqué. Sachant que nous ne faisons qu'une coupe et que, comme on est sur un système autonome, on a la volonté de laisser sur place la dernière coupe. Et là, le différentiel entre la période 2009-2014 et 2015-2020 est un peu moins marqué, mais il y a quand même 2 tonnes aujourd'hui de matière sèche qui nous manquent. Donc, on espère qu'avec la rotation de 10 ans, on puisse progresser sur le sujet et pérenniser notre production. Si on s'intéresse aux couverts, alors là, c'est notre plus grande déception, hein, les couverts sur ce dispositif-là. Sur 11 ans, donc on a dû demander 2 années de dérogation pour gérer le chardon. On a une problématique chardon qu'on ne souhaite pas, en tout cas qu'on souhaite bien maîtriser, donc on travaille le sol à l'interculture quand c'est nécessaire. Sur les 9 années où on a pu mettre en place un couvert, donc en majorité du trèfle incarnat, puisque c'est un trèfle qui normalement démarre vite,
Alors, qui a été implanté au mois d'août parce qu'on souhaitait travailler le sol, notamment pour gérer les adventices avant. Clairement, on est à 0,6 tonnes de matière sèche hectare en 9 ans, ce qui va de pas de levée à 1,6 tonne de matière sèche en 2015. Donc, effectivement, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui satisfaits de nos couverts. Pour également vous indiquer que nous allons travailler sur un couvert permanent de luzerne. Donc pour ceux qui ont assisté au webinaire couvert, vous le savez déjà, mais pour les autres, sachez qu'à Boinville, on met en place à partir de cette année un dispositif qui vise à mettre un couvert permanent en interrang. On broiera notamment avec une nouvelle machine qui vient de sortir cet interrang et on essaiera justement comme ça de ne pas labourer sur une longue période avec un maintien de couverts de légumineuses en interrang. Donc on essaiera de vous tenir informé des résultats dès qu'on aura quelque chose de probant. En tout cas, les couverts pour le dispositif autonome ne sont pas, en tout cas, satisfaisants. Si on regarde ensuite les évolutions de nos teneurs phosphore-potassium, clairement, donc, vous voyez qu'en 2009, on commençait à 74 microgrammes par kilo d'Olsen, on finit aujourd'hui à 43. Alors on vient juste d'avoir les analyses, donc on n'a pas beaucoup de recul, enfin on a beaucoup travaillé pour qu'on soit prêt le jour J. Donc sachez qu'on les a reçus la semaine dernière, donc on va encore investiguer pas mal tous les résultats qu'on a obtenus, mais globalement, retenons que on a une diminution qui n'est pas étonnante du fait que nous n'apportons rien à l'extérieur sauf la késérite. Donc vous voyez qu'on est sur une évolution de moins 3 microgrammes par kilo par an. Ce qui est un petit peu élevé par rapport à des références conventionnelles dans des essais longue durée non fertilisés, mais qui est peut-être tout à fait adapté en fait à un système bio. Donc on va essayer d'investiguer un petit peu plus. En potassium, on est quand même sur des sols très riches. On est passé de 301 à 244, ce qui fait qu'on perd moins 5 microgrammes par kilo par an. Alors, je vous ai mis les seuils renforcés comifères. Alors, ça va parler au conventionnel. Bon, sachez pour les bio que c'est un indicateur comme un autre qui permet notamment de prendre en compte les exigences des cultures. Aujourd'hui, la luzerne et la févrole sont les cultures les plus exigeantes de notre oxydation. Elles sont moyennement exigeantes en phosphore. Ça nous donne un seuil de 20 par rapport à notre type de sol. Et la luzerne est la plus exigeante en potassium. Elle est fortement exigeante et avec nos sols, ça nous donne un seuil de 150. En gros, c'est un bon indicateur et ça nous permet de dire qu'en dessous de 20, là, on commence à être très faible et que potentiellement, ça peut apporter des problèmes de production, de productivité et pareil, 150. Bon, alors je vous laisse faire le calcul, mais il nous faut 7 ans et demi pour atteindre ce 20. Si on continue sur le trend qu'on a eu, 7 ans et demi pour atteindre cette teneur en phosphore. En potassium, on est beaucoup plus tranquille, puisqu'il nous faudra 19 ans avant d'arriver à ce seuil de 150. Alors, quand on regarde par contre ce qu'on exporte par rapport à nos bilans culture et rotation, aujourd'hui, on vous a positionné par culture. Clairement, c'est la luzerne qui va notamment sortir beaucoup de potassium du système, mais également du phosphore. Alors, ces besoins par culture sont tous négatifs, c'est normal, puisqu'on n'apporte rien, on exporte, mais ce n'est pas si important que ça en parallèle à du conventionnel. De plus, si on regarde l'exportation moyenne par rotation, le fait de rallonger la rotation, notamment en allongeant le retour de la luzerne, de la part de la luzerne, vous voyez qu'on améliore, en tout cas on diminue les exportations.
Donc on va continuer à travailler sur le sujet et à suivre cette thématique, sachant que le phosphore aujourd'hui est une thématique là, qui va être très travaillée dans les prochains mois, puisqu'on a un gros projet de recherche sur le sujet avec de nombreux partenaires. Peut-être pour finir sur la fertilité des sols dans ce dispositif, sachez qu'on met en place à partir de cette année dans ce dispositif un essai micro-parcelle pluriannuel qui vise à travailler tout ce qui est biostimulant. Alors différentes formes, ça va du thé de compost à l'apport de microbes. Donc on verra en pluriannuel si dans ce type de dispositif dit autonome, on a une réponse. Pour finir sur les aspects techniques, un focus sur la gestion des adventices qui se fait depuis le départ très bien. Les adventices présentes aujourd'hui, c'est des dicotylédones, surtout des renouvelliserons, des gaillets kénopodes, et puis notre chardon, hein, qui, si on laisse tranquille, fait vite parler de lui. Donc, on est aujourd'hui plutôt volontaire, c'est-à-dire qu'on va plutôt intervenir dès qu'on peut, et notamment avec une bineuse. On a une bineuse à caméra et on a le RTK aussi, qui nous permet de biner toutes nos cultures à faible écartement. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, si on prend en compte notre luzerne, bon, même si elle pourrait être plus performante sur la gestion des adventices, si elle était un peu plus productive, bon, ça se passe plutôt bien. On alterne notre alternance culture sale, culture propre. Moi, par exemple, ce que j'appelle culture sale, c'est le lin. On sait que ça se salit, mais comme on sait qu'on va le positionner, notamment après de la févrole et des blés qui vont être relativement proches, c'est pas grave que ça se salisse si après on gère bien la suite. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, globalement, on a des notes de satisfaction qui sont globalement bonnes au niveau de la rotation. Peut-être un petit focus sur la févrole maintenant pour terminer. La note de satisfaction des herbages, hein, l'expérience qu'on tire de notre dispositif, c'est qu'elle est finalement très liée au rendement. Et je dirais plus que liée au rendement, je dirais à la présence de feuilles. En général, notre févrole, si elle est saine, ses feuilles sont saines jusqu'à la fin, ça se passe bien, puisque elle est assez concurrentielle avec les adventices présentes. Mais par contre, il vous suffit d'avoir une attaque de rouille précoce, qui généralement se solde par un mauvais rendement, pour avoir une note de satisfaction vraiment très faible et beaucoup d'herbes qui profitent de la luminosité, de l'espace laissé par la févrole. Donc voilà un petit peu les enseignements qu'on tire sur cette févrole. Bien, bonjour à tous. Donc moi c'est Patrick Rotero, donc je suis le chef d'exploitation sur Boigneville et j'ai suivi le dispositif bio depuis sa création, donc depuis maintenant 12 ans. Donc je vais vous présenter maintenant les principaux résultats économiques. On a parlé de technique. Maintenant l'intérêt c'est de savoir si ce dispositif est rentable. Donc on va commencer par regarder toutes les charges au niveau de l'exploitation. Alors peut-être une petite explication quand même. Bon, vous avez vu le dispositif, ça fait un petit 5 hectares. Et les résultats vont vous être présentés sur une exploitation de 300 hectares. C'est-à-dire que tous les résultats issus du terrain ont été extrapolés pour 300 hectares. Et sur cette exploitation, on a en fait bien défini un parc matériel qui soit approprié aux 300 hectares, la main-d'œuvre qui y contribuera, c'est-à-dire 2 UTH, et puis tous les chantiers ont été mesurés avec un modèle jour disponible pour voir si toutes les interventions étaient possibles ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle on est parti sur 300 hectares. Alors une autre chose aussi, pourquoi 300 hectares 300 hectares, on pense, bon, on verra après, on présentera les résultats d'une ferme type qui a été faite en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Pourquoi 300 hectares? On pense que d'ici les 10-15 ans, c'est les exploitations que l'on devrait trouver en moyenne. Aujourd'hui, dans le bassin parisien, la moyenne est de 150 hectares.
Donc, je vais donc maintenant vous présenter les différentes charges donc, au niveau de l'exploitation. Alors, vous avez donc ici sur ce graphe l'évolution des charges complètes. Alors, qu'est-ce que l'on met dans les charges complètes? Donc, vous avez donc les charges de semences. Alors, vous avez un petit tableau en bas qui nous présente comment sont calculées les semences en fonction des différentes cultures. Donc, il y a une part de semences de ferme et une part de semences certifiées. Il y a les charges des engrais, les charges phyto. Alors, les charges méca nous, on utilise en fait l'amortissement technique qui est calculé en fonction de la durée d'utilisation du matériel. Les charges salariales, on prend l'équivalent d'un salarié à l'année rémunéré à 28 000 € par an, les charges comprises évidemment. Les cotisations MSA, contrairement aux exploitations qui sont plutôt prises lissées sur les 3 ans, nous, ils sont calculés à l'année. On considère que toute l'exploitation est en fermage, c'est-à-dire 100% de fermage. On a les différentes charges diverses qui sont les lots, l'électricité, etc. On prend également en compte la rémunération de la main-d'œuvre familiale. Alors, dans le coût, en fait, on prend la moitié des charges salariales. Et puis, on a intégré également la rémunération des capitaux propres. Donc, au niveau de l'exploitation, si on prenait l'investissement en parc matériel, si on le mettait à la banque, ça nous rapporterait tant. Voilà ce que l'on entend par rémunération des capitaux propres. Maintenant, si on regarde les résultats. Donc, on peut voir qu'en moyenne, de 2009 à 2020, on a un niveau de charge donc complète de 954 € hectare et on dirait que c'est des charges qui sont la totalité, qui sont peu variables en fonction des années. Si ce n'est que si on le regarde le poste semences, vous voyez que les semences sont plutôt stables d'une année à l'autre. Alors, mis à part 2012, alors 2012 un peu plus élevé, on est obligé de ressemer la luzerne et sur les 12 ans, c'est la seule fois où on est amené à ressemer la luzerne. En fait, la luzerne, on la sème au printemps dans la culture de blé avant et maintenant dans la culture de l'orge. Et une année, en 2012, la luzerne a bien levé, elle a crevé. Le problème que l'on a, nous, c'est souvent les mois d'avril très séchants. Et on a été obligé de la ressemer l'été après récolte. Donc, vous voyez également que bon, les charges d'engrais, elles apparaissent uniquement en 2015. Delphine vous en a parlé lorsque on a introduit la késérite sur les luzernes. Les phytos, ben, il n'y en a pas, si ce n'est qu'on était amené, certaines années, on a eu 2 années, on était amené à apporter un peu de slug pour les limaces sur les blés tendres. Les charges de méca sont plutôt assez stables. Par contre, ça, vous connaissez ça tous aussi bien en tant qu'agriculteur que nous, c'est les cotisations MSA. Et vous voyez que sur l'ensemble de ces charges, ce qui fait varier l'ensemble des charges, c'est principalement les cotisations MSA, avec, on va dire, les deux extrêmes, donc 2016, on s'en rappelle bien, avec des cotisations MSA qui sont de l'ordre d'à peu près 160 € hectare. Et puis 2019, donc c'était une très bonne année, mais évidemment, qui dit bonne année, beaucoup de cotisations MSA à payer, et on arrive à peu près à 260 €. Donc le reste des charges étant à peu près stable. Donc, est-ce qu'on regarde ces différents éléments, on s'aperçoit que la main-d'œuvre, les cotisations MSA et les charges de méca représentent plus de 50% du poste de ces charges. Donc là, on s'est intéressé donc aux charges complètes au niveau de l'exploitation. Maintenant, on va regarder un petit peu la performance des différentes cultures à travers le coût de production. Alors, une petite explication avant de regarder les coûts. Comment sont calculés ces coûts de production? Alors, en fait, on prend toutes les charges qu'on vient de voir précédemment et on le divise par le rendement. Et puis, l'intérêt, on va voir par ailleurs, c'est que de ce calcul, c'est de savoir si le prix de vente couvre bien le coût de production des différentes cultures. Donc, nous allons donc maintenant voir le résultat. Alors, vous avez ici sur ce graphe, donc vous avez les cultures qui sont en bas. En bâtonnet vert, vous avez le coût de production. En rouge, vous avez le prix de vente de l'année. Alors, comment est pris ce prix de vente? En fait, le prix de vente, c'est le prix de vente, le prix moyen campagne de notre collecteur. Donc, c'est le prix moyen sur la période 2009-2020 en fonction des collecteurs que nous avons pu prendre. Alors, si vous regardez pour l'orge de printemps, donc l'orge de printemps, c'est les prix 2015-2020. Le blé de blé, il a été introduit en 2016, donc c'est les prix à partir de cette période. Et puis le tournesol, on n'a qu'une année, il a été introduit cette année dans la récolte 2020, donc c'est le prix de la récolte 2020.
Alors, quand on regarde les différents coûts de production, est-ce que la question que l'on se posait, est-ce que notre prix de vente couvre bien le coût de production? Et lorsqu'on regarde les résultats, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que la quasi-totalité des cultures a un prix de vente supérieur au coût de production, sauf la févrole, la luzerne. Bon, là, le tournesol, on n'a qu'une année. Mais ça peut être grave et pas grave dans la mesure où la févrole et la luzerne, ça reste le moteur du système, comme vous a expliqué Delphine précédemment. Alors, il y a un autre calcul qui semble aussi intéressant. Lorsqu'on est amené à prendre en compte les aides PAC et puis les aides spécifiques à l'agriculture biologique, on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans tous les cas, le prix de vente est supérieur, on va dire, au prix qui correspondrait au seuil de commercialisation, qui est le coût de production moins les aides. Et quand on regarde toutes ces cultures, il y a des cultures évidemment qui sont plus performantes, mais quand on regarde sur l'ensemble des cultures, toutes les cultures ont un prix de vente qui reste acceptable par rapport à ce coût de production moins les aides. Donc maintenant, on va pouvoir regarder, après voir la performance des différentes cultures, on va regarder les marges au niveau de l'exploitation. Alors c'est pareil, hein, les marges sont calculées de la façon suivante, hein, on prend le produit, le rendement par le prix, on rajoute les aides, PAC, et puis bien sûr les aides couplées et les aides au maintien, je vous en parlerai plus tout à l'heure, les intrants, les charges de méca, les charges de main d'œuvre, les autres charges, et on va vous présenter donc la marge nette. Alors par contre, dans la marge nette, n'est pas comptée la rémunération de la main-d'œuvre familiale et la rémunération des capitaux propres. Ça veut dire que dans la marge nette, en fait, on va dire que c'est le revenu, ce qui vous sera présenté après, le revenu hectare de l'agriculteur avant impôt et avant sa rémunération. On va pouvoir avoir maintenant tout de suite le résultat. Alors, avant de regarder l'évolution des marges sur la période 2009-2020, il y a un petit tableau en bas là, dans lequel on reprend le détail des aides région Essonne, Île-de-France. Alors, ce l'on peut voir sur ce tableau, bon, déjà, quand vous regardez la dernière ligne, total des aides perçues, entre 2009 et 2020, ça a baissé. Mais ça, en gros, ça baisse pour tout le monde. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante et qui est vraiment propre à la région Île-de-France, c'est qu'à partir de 2018, l'aide au maintien a été versée par la région, qui n'est pas forcément le cas dans toutes les régions de France. Alors ça, c'était un petit rappel concernant les aides. Si l'on regarde maintenant le résultat, donc vous avez en vert, vous avez la marge nette avec les aides en euros hectares, et puis on a remis en bleu la marge nette hors aide, toute aide, c'est-à-dire les aides PAC et l'aide au maintien. Et lorsqu'on regarde en moyenne sur l'ensemble de la période, la marge nette dégagée au niveau de l'exploitation est de 612 €, avec des choses qui sont beaucoup plus variables par rapport au tableau des charges qui vous a été présenté tout à l'heure. Par contre, ce qui reste intéressant quand même, c'est que lorsqu'on regarde la marge nette hors aide, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 4 années sur 12 où le résultat est proche de 0, voire négatif. Donc ça n'empêche que, au vu de ces résultats, le bio, alors il faut bien préciser hein, que c'est dans un contexte de Boinville que le bio dégage quand même des marges nettes qui sont assez intéressantes. Alors maintenant, là on a vu les marges nettes qui étaient dégagées sur le dispositif bio de Boinville, mais comment peut-il se placer, voir si on compare avec d'autres systèmes? Alors, sur ce qui est présenté là, donc vous avez le bio qu'on vient de voir, donc avec les différentes cultures. On a un dispositif qui a été mis en place en 2017 donc sur Boinville, que l'on appelle le cap du futur. En gros, c'est pour essayer de répondre aux problèmes d'enherbement et puis essayer d'être le plus propre possible concernant tout ce qui est phyto-engrais. C'est un système irrigué dans lequel on a du blé, du maïs, de l'orge et du chanvre.
Et une ferme type, alors c'est la ferme, je vous en parlais tout à l'heure au départ, là, cette ferme a été conçue en partenariat avec la Chambre d'agriculture Île-de-France, et c'est une ferme qui représente qui représente les cultures qui sont faites de la région, et également cette ferme était prise avec 300 hectares. Donc dans laquelle, donc c'est plutôt système betteravier avec donc les cultures classiques, du blé, de l'orge, du blé dur, du colza, du pois, et puis 10% de betterave. Alors, quand on regarde les résultats, comme le Cap du Futur est en place depuis 2007 sur Boigneville, il y a une petite précision quand même à faire, ça biaise un petit peu, c'est que le bio, les sols, c'est plutôt des sols moyens ou profonds, 70 cm de profondeur sur la totalité, alors que dans les deux autres systèmes, il y a 45% de sols moyennement profonds et 55% de sol superficiel. Donc, ce qui biaise légèrement un petit peu les résultats. Donc, si l'on regarde, alors là, c'est des indicateurs. Alors, on a un outil que l'on appelle Sister qui est capable de nous calculer toute une série d'indicateurs. Là, ce qui est présenté ici, c'est uniquement les indicateurs économiques. Et Delphine reprendra la main tout à l'heure pour vous présenter quelques indicateurs environnementaux. Donc, si on s'intéresse à ces indicateurs économiques, lorsqu'on regarde les trois systèmes, le bio se trouve au milieu. Donc, un petit rappel, donc la surface est 300 hectares. La main-d'œuvre, alors main-d'œuvre salariale, il y a un UTH pour le bio, le Cap du Futur, 0,5 pour l'exploitation ferme type. La main-d'œuvre familiale, bon, c'est le chef d'exploitation, il y en a un. La surface irrigable, donc 75% pour la ferme type et 100% pour le Cap du Futur. Vous avez les quantités d'irrigation pour dire que, bon, en moyenne, la ferme type, elle irrigue à hauteur de 25 mm en moyenne sur l'exploitation, alors que dans le Cap du Futur, on est à 73 mm. Le maïs étant un gros consommateur de maïs. À titre d'exemple, on est à peu près entre 210 et 240 mm par an. Et vous voyez que si on regarde la ligne temps de travail hectare, le bio ne travaille pas plus que les autres. Alors ça, c'est les temps de traction, parcelle. Donc le Cap du Futur, donc sur le bio, on est un petit 4 heures. Le Cap du Futur, un peu plus, c'est le temps passé à l'irrigation. Et puis dans la ferme type, on est un petit peu plus de 3 heures. Donc si on s'attarde ou si on regarde maintenant la marge nette. Alors j'ai mon bandeau qui s'est mis, je ne vois plus les chiffres. Ouais, ça va revenir, voilà. Si l'on regarde les deux dernières lignes, donc vous avez le bio au milieu, avec une marge nette hectare qui est de 651 €. Le Cap 162 et la ferme type 295. Alors, et tout ça, on a une marge nette qui est en gros à 2 à 4 fois plus élevée que les deux autres systèmes, avec un produit brut hectare quasi équivalent. Alors, comment on peut expliquer cela? En fait, dans le bio, par rapport aux deux autres systèmes, on a un niveau de charge, donc toute charge, qui est de -25 à -30%. Et dans le bio, on a l'aide au maintien qui est de plus 160 € à ne pas négliger non plus. Vous avez le niveau des aides, la aide couplée, découplée. Bon, si vous faites le total, vous voyez que les aides perçues par le bio et les aides perçues par les autres systèmes ne sont pas tout à fait pareilles. Donc l'aide au maintien, c'est vraiment spécifique à la région Île-de-France. Et puis bien sûr, les cotisations MSA vont dans le même sens, comme on montrait tout à l'heure. Le bio paye beaucoup de cotisations MSA normales, dans la mesure où il fait des bons résultats. Et lorsqu'on regarde les charges de méca, donc les charges de méca, en fait, vous avez, alors c'est des charges de méca qui sont optimisées par rapport à la méthode qu'on utilise. On est en bio en 244 € de l'hectare, donc matériel optimisé. Dans la ferme type, 276 hectares, donc il y a un petit peu de betterave, ce qui explique le montant un peu plus supérieur. Et dans le Cap du Futur, en fait, ce qui pèse beaucoup dans les charges de mécanisation, donc c'est la culture de chanvre. Il faut savoir que la culture de chanvre, c'est une culture qui coûte très cher en mécanisation. Pour vous dire que le total charge de méca sur le champ, avec toutes les interventions ETA qui sont faites dessus, entre autres la récolte, mais il n'y a pas que, le pressage de paille, etc., on arrive à peu près à 650 €.
de l'hectare, ce qui explique en gros les 326 € de ce système-là. Et puis en charge de méca irrigation, on est à 37 et 60 pour le Cap du Futur. Donc tout ça pour dire que le bio reste un système performant, mais là encore avec un type de sol qui est légèrement supérieur au Cap et à la ferme type. Donc alors je vais passer la parole, à moins qu'on passe aux questions-réponses tout de suite par rapport à cette partie-là. Sinon, Delphine va pouvoir reprendre la main sur présenter les indicateurs environnementaux et puis le potentiel nourricier de ces 3 différents systèmes. Merci Patrick, on prendra effectivement les questions après. Donc, on souhaitait garder cette comparaison ferme type bio Cap du Futur. Je ne reviens pas dessus, Patrick les a bien présentés. Je vous ai juste remis les doses d'azote totales apportées sur les systèmes conventionnels, les quantités d'irrigation et la consommation en carburant qui est faite par hectare. Nous avons l'habitude avec Cister de pouvoir calculer 3 indicateurs, la consommation d'énergie primaire totale et notamment les émissions de gaz à effet de serre totales. Alors, la consommation énergie primaire, qu'est-ce qui se cache derrière cet indicateur? En fait, c'est tous les process de fabrication, notamment des machines, des intrants, plus les interventions pour les positionner dans les parcelles qui rentrent en compte. Mais derrière ce chiffre, c'est surtout le coût de process de fabrication qui est important. Le fait qu'il soit important sur les systèmes conventionnels s'explique parce que derrière, on a l'utilisation d'engrais chimiques, et notamment d'engrais chimiques azotés. Sachez que c'est ce process de fabrication qui est très énergivore. Donc, comme nous, on n'utilise rien, vous avez ici un 0, puisque c'est le coût, en gros, de fabrication des engrais azotés qui creusent quand même les différences que vous pouvez observer. Pareil pour les émissions. Dans les émissions gaz à effet de serre, clairement, il y a tout ce qui est gaz à effet de serre qui vont être produits de la fabrication du matériel, des intrants, à l'application. Et bon, là, on le voit, il y a moins d'impact de l'utilisation de la fertilisation azotée, mais ça reste l'explication du pourquoi c'est plus élevé en conventionnel qu'en bio. La production d'énergie brute, c'est tout simplement tout ce qui est sorti du champ auquel on va donner un coût énergétique. Et donc, de par des rendements plus faibles en bio, on obtient une production d'énergie brute de 52 078 mégajoules par hectare, ce qui est effectivement 2 fois moins que ce qu'on peut voir au niveau du Cap du Futur et de la ferme type. Par contre, si on regarde l'efficience de l'énergie, donc c'est le rapport entre consommation et production, on obtient une meilleure efficience énergétique du système bio. Alors, on voulait aller un petit peu plus loin que ces chiffres qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui ont au moins l'avantage, quand on parle de consommation d'énergie primaire, de pouvoir finalement rendre compte du cumul de l'ensemble des énergies utilisées, qu'elles soient fuel, électriques. On voulait aller plus loin et on a fait des simulations avec un outil qui s'appelle Perfalim, donc c'est pas Arvalis qui l'a inventé. Et cet outil permet, en fait, c'est un OAD qui permet de savoir combien de personnes on peut nourrir avec le système en place. Donc, le potentiel nourricier annuel par personne, par hectare et par an du Cap du Futur d'un point de vue énergie, c'est de 20 personnes, tandis que le bio, on est à 7. Et si on prend les protéines totales, on est à
22 pour le cap du futur et 10 pour le bio. Alors, qu'est-ce qui rentre quand même derrière, quelles sont les cultures qui sont prises en compte dans ce potentiel nourricier? C'est toutes les cultures qui vont être notamment récoltées en graines. La luzerne n'est pas considérée comme utilisable en alimentation humaine. Par contre, dans le bio, par exemple, que ce soit également dans le cap s'il y avait des protéagineux, ils sont considérés comme utilisables en alimentation humaine, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il y a d'autres pays, par contre, qui consomment de la févrole ou qui consomment du pois. Donc, toutes ces cultures-là récoltées en graines, grossièrement, sauf certaines, par exemple, l'orge fourragée qui est vraiment dédiée à l'alimentation animale, toutes les cultures, en tout cas pour le bio chez nous et pour le cap du futur, qui se récoltent en graines sont comptées dans ce potentiel nourricier. Donc, voilà pour ces indicateurs environnementaux. On n'a pas le temps de tout vous présenter. Sachez qu'aujourd'hui, on travaille notamment sur des analyses pour mieux caractériser la vie biologique des sols. Donc, il y a des travaux en cours, notamment des travaux de méthodologie pour comprendre quelles sont les analyses les plus pertinentes et comment les interpréter. Donc ça, on espère pouvoir, dans un prochain webinaire, vous présenter ces travaux qui sont encore à l'état de recherche. Si je conclus avant de prendre vos questions sur ce dispositif, donc d'un point de vue technique, les points d'attention, clairement aujourd'hui, déjà on pourrait dire un système autonome vis-à-vis de l'azote, aujourd'hui ça fonctionne. Vis-à-vis de l'ensemble des fertilisations, ça ne fonctionne pas. Vous avez montré que sans késérite, sans apport de soufre, aujourd'hui notre luzerne, elle serait encore moins productive que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Pourquoi aujourd'hui cette carence de soufre a pu s'exprimer? Peut-être aussi en lien avec des retombées atmosphériques qui sont quand même de plus en plus faibles et donc une nécessité d'apporter pour les cultures les plus sensibles cet apport. Donc l'autonomie complète, aujourd'hui, la réponse est non. L'autonomie vis-à-vis de l'azote, oui. Alors qu'en est-il des autres éléments? Les autres éléments, on les suit par des analyses de terre. Notre objectif, c'est de continuer à extrémiser ce système-là pour essayer d'avoir des réponses anticipées. C'est peut-être là-dessus que je n'ai pas assez insisté au démarrage en présentant le dispositif. Le dispositif n'a pas vocation à ressembler à ce qui se fait chez les agriculteurs du secteur. Il est là pour extrémiser les pratiques et quelque part prendre la part de risque que ne doivent pas prendre les agriculteurs. Donc c'est pour ça que si dans notre type de sol, avec une pratique extrémisée, on arrive à créer d'autres carences, pour nous ça sera une réponse comme une autre, l'objectif étant de comprendre finalement quel élément va être le plus limitant à un moment donné, ce qui a été le cas par exemple pour le soufre sur la luzerne. Sinon, globalement, on est content en termes de rendement, on est content en termes de gestion des adventices. Alors j'ai bien noté que certains d'entre vous étaient vraiment interpellés par cette fréquence du labour. Aujourd'hui, c'est comme ça un des leviers vraiment importants qu'on utilise pour, je le répète, chercher le zéro adventice le jour du semis. Il y a d'autres dispositifs qui se mettent en place, notamment pour répondre à des problématiques dispositifs sans luzerne. Donc, on a un dispositif avec du trèfle et des couverts qui se met en place en parallèle du dispositif où on aura un couvert permanent avec une technique de broyage interrang. Donc, tous ces dispositifs-là nous permettront de les comparer les uns aux autres et de regarder en termes de fertilité des sols
comment tout ça évolue, est-ce que c'est mieux, comment se positionnent les uns par rapport aux autres. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas faire dans le dispositif autonome de Boinville une gestion des adventices sans l'utilisation du labo. Le maintien de la fertilité à long terme va se poser très rapidement par rapport au phosphore, puisque je vous ai dit, si on continue sur les diminutions qu'on a, bien qu'on ait changé la rotation et donc limité nos exportations, on devrait être dans 7 ans sur des seuils assez bas. Donc on verra si les biostimulants qu'on a mis sur une partie de l'essai nous apporteront une réponse positive d'ici quelques années. Bon, le potassium, je vous ai dit, 19 ans avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc on espère de toute façon garder très longtemps ce dispositif. Donc c'est plutôt le phosphore sur lequel on s'interroge aujourd'hui. Économiquement, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de Boinville, avec les dispositifs que nous testons, le bio apparaît être le système le plus rentable sur l'exploitation depuis 10 ans. Dans un contexte favorable à ce type d'agriculture, que ce soit au niveau des prix et des aides. Pour ceux qui ne sont pas de la région Île-de-France, vous avez le montant des aides Île-de-France, donc il vous suffira de retirer cette aide au maintien pour finalement retrouver un peu les résultats que vous pourriez avoir si on était juste dans le Loiret, qui est le département voisin. On est effectivement dans ce système dépendant d'un débouché de luzerne. Nos résultats économiques sont bons parce qu'on considère qu'on a un débouché de luzerne. On n'aurait pas les mêmes résultats et les mêmes conclusions si on n'avait pas de débouché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse aussi à autre chose que des systèmes à base de luzerne, puisque nous avons des conversions aujourd'hui importantes sur notre secteur et il n'y aura pas de luzerne, malheureusement, de débouché de luzerne pour tout le monde. Donc, on travaille d'autres façons de faire, d'autres stratégies pour apporter de l'azote. Voilà ce que nous pouvions dire sur le dispositif Grande Culture Bio Autonome de Boinville aujourd'hui. Je vous remets également les coordonnées donc, de Delphine et Patrick si vous voulez les contacter suite à cette présentation. Si vous avez des questions ou si vous voulez organiser une visite du dispositif bio de Boinville, c'est possible. On vous a également mis le lien vers une vidéo qui présente le dispositif, donc vous pouvez aussi la visionner. Merci à tous en tout cas de votre participation et à très bientôt.